Je vous salue tous, toutes et tous, pour ce webinaire du Comité 21 sur la question de la gouvernance environnementale. On a souhaité faire ce webinaire. En fait, où ça s'inscrit dans un cycle de webinaires qu'on a appelé le cycle écologie et travail, qui a commencé en octobre de l'année dernière, où on avait commencé à travailler sur les collectifs d'employés. C'est le 17 octobre et vous pouvez retrouver sur YouTube le webinaire. Peut-être mettre le lien. On va vous le mettre dans l'espace de discussion. Je parlerai tout à l'heure en fait du contenu je présenterai les invités, mais vous dire aussi que le 25 juin, on a un webinaire, ça sera le troisième webinaire de ce cycle autour de la gestion des emplois et des compétences. Et on travaillera, je fais un peu de teasing, mais on travaillera sur la question de comment on fait pour adapter l'emploi à la transition écologique et on travaillera notamment sur la question de l'énergie. Non pas de manière prospective, mais de manière très opérationnelle, très concrète, et on verra des cas d'études. Un cas d'étude, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a en magasin. Et on va compléter cela, mais en tout cas, le 25 juin, voilà, on verra comment on adapte l'emploi et les compétences aux nouveaux enjeux, notamment dans le secteur de l'énergie. Vous dire aussi encore que le comité 21, bah, c'est d'autres webinaires, c'est d'autres cycles, et notamment, prenez date, n'hésitez pas, le 23 avril, on fera un webinaire spécial autour de la question de la CSRD sur la nouvelle réglementation. Évidemment, on fera un point d'actualité avec le cabinet des enjeux et des hommes et de voir si la SACRD, c'est plutôt une obligation réglementaire, comment c'est perçu et travaillé par les entreprises, ou est-ce que finalement c'est l'occasion de nouvelles pratiques dans les entreprises, est-ce que c'est transformatif? Et puis, on a lancé il y a peu un webinaire, pardon, on a lancé pardon, une enquête autour de la question de la sobriété. Et donc là aussi, on vous met le lien si vous voulez participer à cette enquête. On fait ça avec l'Institut Négawatt. Où est-ce que les entreprises en sont de la question de la sobriété? Est-ce que finalement c'est une notion qui pénètre les organisations ou pas? Et donc on vous invite à répondre à tout cela et on vous fera évidemment, si vous participez, on vous fera des retours directs, on fera, voilà, on va atterrir autour de juin sur cette question-là. Donc mars-avril, n'hésitez pas si vous êtes une organisation, une entreprise, à le renseigner. Et puis, on fera un retour en juin. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la question 2 ans et demi après la loi climat et résilience. Eh bien, on va faire le point ensemble de là où on en est entre direction, CSE, comment ça discute, quels sont les sujets, et pour venir éclairer ce débat passionnant par ordre d'intervention. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir Amélie Clare, qui est avocate au barreau de Paris, qui est un cabinet aujourd'hui reconnu, qui travaille énormément sur les questions environnementales, qui accompagne les CSE. Et voilà, un grand honneur de l'avoir parmi nous. Marie Bonny, un bonheur au moins égal de SIA Partners, qui est senior consultante chez SIA et qui travaille finalement SIA Partners. Tout le monde connaît SIA Partners, mais en 2 mots, quand même, c'est un cabinet qui accompagne les directions d'entreprise sur leurs projets de transformation. Et Olivier Berducou, délégué syndical CFDT d'Orange, qui viendra témoigner en fait de la pratique au sein de cette grande entreprise. Comment, au sein d'Orange, on discute des questions environnementales. Je n'ai pas dit, mais l'honneur est tout aussi égal que pour les autres intervenants. Sans plus attendre, euh, ah oui, et puis il y aura un dernier temps, j'allais oublier, pas l'essentiel, mais en tout cas l'important, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions évidemment à nos intervenants, à nos panélistes, mais aussi n'hésitez pas à témoigner de comment ça se passe chez vous. N'hésitez pas à interpeller, à intervenir. On aura un temps donc,
Pour vous dire, il y aura à peu près 15 minutes de temps d'intervention par intervenant. Et ensuite, eh bien, on se laissera un temps entre 15, 20, 30. On terminera le webinaire aux alentours de midi et demi. Mais en tout cas, voilà, il y aura un temps dédié. N'hésitez pas à préparer vos questions. Et c'est le moment de Amélie de nous présenter finalement. L'idée, c'est de voir, de faire le constat. Donc, c'est un petit peu les mêmes approches pour Amélie et pour Marie. Je vais vous poser des questions autour de la question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les organisations. Euh, Comment les représentants du personnel, Amélie, intègrent les questions environnementales à leur pratique, et quel est leur niveau de maturité? Merci Nicolas et merci pour cette présentation. Euh, eh bien, on constate depuis, puisque ça fait quand même maintenant, donc août 2020, d'août 2021, presque, enfin plus maintenant, en 2024, hein, donc ça fera effectivement 3 ans. Malheureusement, on ne constate pas une réelle prise en main de la part des représentants du personnel des enjeux environnementaux dans le cadre du dialogue social. Mais néanmoins, il y a quand même des choses positives qu'on peut constater, et notamment par le biais des formations, on en reparlera, parce que on sent, nous en tout cas, quand on forme les élus CSE dans le cadre de leur formation économique et formation en santé, sécurité et conditions de travail, et qu'on aborde le sujet de l'environnement et des apports de la loi climat, ils sont bien évidemment enfin bien évidemment, en tout cas de ce qu'on constate nous, ils sont très intéressés par le sujet, souvent pas au courant. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on est quand même arrivé plusieurs années après la loi. Et encore aujourd'hui, quand on anime des formations auprès d'élus CSE, parce qu'il y a quand même 2 tiers des CSE qui ont été renouvelés l'année dernière, donc là, il y a beaucoup de formations, hein. Et encore aujourd'hui, en 2024, bah, malheureusement, on constate que beaucoup d'élus CSE et même parfois d'entreprises d'assez grande taille, hein, mais bon, quand même plutôt moyenne taille, mais néanmoins, quand même beaucoup d'élus CSE ne sont pas au courant des apports de la loi climat et sont, bon, pour certains, même agréablement surpris en disant, ah, bah, c'est intéressant, on ne connaissait pas. Et ça ne nous a pas été présenté par la direction lorsqu'on a été informé et consulté, parce que du coup, je le rappelle, parmi les avancées de la loi climat, c'est notamment l'obligation de la part de l'employeur de présenter des informations sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise lors de chacune des informations, consultations récurrentes. Donc, information, consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, information, consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et troisième sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Et voilà, pour certains, voilà, on entend que bah, le volet environnemental n'a pas été abordé, mais quand même, heureusement, hein, je vous rassure, il y a quand même des directions, hein, quand même qui abordent ce volet environnemental. Et après, dans la façon de l'aborder, on peut constater quand même des choses assez diverses et variées. Parfois, il y a un simple renvoi vers une note ADEME, par exemple, ou parfois ça va être assez détaillé parce que aussi ça a été présenté par le responsable RSE de l'entreprise. Et ça, on en parlait d'ailleurs avec Nicolas. En fait, il y a comment dire, un constat qui fait que aussi l'introduction du sujet environnemental dans le cadre du dialogue social et notamment dans le cadre des discussions entre direction et CSE apparaît comme nouveau, et en fait les interlocuteurs qui change un petit peu parce que finalement, on a peut-être des responsables RSE qui vont être des nouveaux interlocuteurs privilégiés des élus CSE. Et en fait, malheureusement, on constate que
il n'y a pas forcément d'invitation systématique des responsables RSE ou QHSE ou HSE dans les réunions CSE et notamment dans les réunions de consultation, alors que ce sont normalement les personnes compétentes et qui ont les informations et les connaissances à apporter aux élus CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Voilà, mais on n'a pas forcément cette invitation systématique, alors que, je le rappelle, le président du CSE peut toujours être accompagné de collaborateurs, maximum trois, mais néanmoins de collaborateurs qui sont là aussi pour apporter des éclairages sur des points à l'ordre du jour du CSE et notamment encore plus quand on a une information consultation et des documents qui sont et des données qui sont présentées qui vont être très spécifique avec potentiellement un besoin d'expertise spécifique à apporter aux élus CSE sur ces thématiques. Et ce qui est un peu voilà, perturbant dans ce qu'on peut constater quand même, enfin, qui a perturbé, hein, j'ai l'impression, le dialogue social, c'est cette nécessité d'avoir un interlocuteur différent en plus, qui est le responsable RSE, HSE, QHSE, enfin, ça peut pas avoir plusieurs noms, et ça peut, voilà, ça crée enfin, les relations ne se passent pas forcément très bien entre responsables de relations sociales, DRH, responsables RSE, etc. Et on se rend compte que même nous, on a eu un retour d'expérience dans le cadre notre accompagnement conseil, où on a pu constater qu'il y avait une volonté à la fois côté grande direction, donc vraiment la direction générale de l'entreprise et l'UCSE très motivé sur les sujets environnementaux et qui voulait vraiment avancer sur ces sujets et créer un vrai dialogue social environnemental, quitte voire à modifier peut-être leur accord de fonctionnement CSE sur le sujet. Donc une vraie volonté de ces deux parts-là. Et finalement, dans l'intermédiaire, bah, on avait responsable RSE et direction RH, responsable de relations sociales, je ne sais plus comment le Mm. nom est intitulé, qui bah, en fait, n'ont pas réussi vraiment à se coordonner et s'entendre malgré ces volontés-là, côté grande direction et côté élu CSE. Et en fait, malheureusement, ça n'a pas pu aboutir à quelque chose de satisfaisant parce que euh, voilà, il y avait eu comme une impression d'empiètement de poste par un autre, et voilà, ce qui a fait que c'était pas aussi constructif que ça aurait pu l'être. Euh, donc, il y a quelque chose on sent qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue organisation, coordination des postes RH, responsable de relations sociales, RSE et peut-être Mm. Mm. QHSE. Euh, Parce que voilà, on a un besoin de ces deux compétences-là, parce que la RSE n'a pas forcément la culture du dialogue social comme RH et responsable de relations sociales. Et à l'inverse, RH, responsable de relations sociales, n'ont pas non plus, eux, ils n'ont pas Ouais. intégré, ils n'ont pas forcément les compétences. Voilà. Même si on a pu constater, j'ai entendu dire par ailleurs que dans certaines organisations, il y avait une fusion de ces deux directions. Et du coup, il n'y avait qu'une seule direction qui assemblait les deux. Voilà. Donc, après, c'est pour donner certains exemples, mais voilà, pour vous dire, dans les relations sociales, ce qu'on a pu, dans le dialogue social, ce qu'on a pu constater. Et après, en tant que représentant du personnel, ben, en fait, c'est assez variable hein, sur l'intégration et le positionnement de ce sujet environnement, selon s'ils ont été formés et s'ils ont connaissance, selon s'ils sont sensibilisés sur la question environnementale ou pas. Et après, il peut y avoir parfois des tensions qui peuvent se sentir aussi entre élus, entre organisations syndicales parfois, sur des sujets qui vont s'entrechoquer parce que bah, il y a le sujet environnement, mais certains vont dire oui, mais c'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est plutôt le salaire, la rémunération, les conditions de travail, etc. Et donc, effectivement, on peut voilà, constater
certaines tensions parfois. Et même nous, en tant que formateurs, on a pu être un peu parfois bousculés quand on a abordé certains sujets. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être traité de bobo parisien qui ne connaît rien. Voilà, pour aborder certains sujets comme la mobilité durable ou en tout cas le trajet domicile-travail avec des modes de transport plus vertueux. Voilà. Mais du coup, c'est à la fois très positif parce qu'on voit des choses et un grand intérêt sur l'environnement. Euh, il y a aussi côté direction ou parfois une grande Mm. volonté. Mais voilà, c'est mitigé parce qu'il y a un manque de connaissances et de maturité clairement surtout sur les vrais apports de la loi climat et ce à quoi ils ont droit et ce qu'ils peuvent demander, ce que la direction est obligée de faire, etc. Donc voilà, il y a un besoin vraiment de formation et d'acculturation aussi côté direction sur ces Ouais. sujets. En fait, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent. En fait, on a plutôt l'impression, enfin, quand on aborde cette question-là, finalement, avoir deux blocs. Et là, ce que tu mets en évidence, c'est que, bah, évidemment, il y a une question de maturité, il y a une question de connaissance, d'acculturation, mais il y a aussi une question de culture au sein même, en fait, des directions qui ne se comprennent pas toujours et des différences, des divergences, peut-être même parfois de politique au sein de l'instance du CSE avec des positionnements politiques qui font que ça avance pas forcément dans le bon sens. Et là, peut-être qu'on peut arriver sur les perspectives. C'est finalement quelles sont les bonnes pratiques pour faire avancer les choses une fois qu'on a fait ces constats-là. Comment on fait pour avancer? Quelles sont tes préconisations pour, pour essayer de dépasser tout ça? Alors, comme je le disais, il y a un besoin de formation. Donc, je pense que le premier pas à faire quand on est élu CSE, c'est se former et s'assurer que ça peut être dans le cadre des formations de base, hein, formation économique ou formation, enfin, plutôt formation économique parce que la loi climat, c'est dans le cadre de cette formation il a été prévu que ça pouvait porter sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, si on a un volet environnemental déjà dans cette formation-là, qui est maximum de 5 jours payé sur le fonctionnement du CSE, mais du coup, on peut faire voilà, cette formation dans ce cadre-là. Pour savoir quels sont ses droits, quelles sont les obligations de l'employeur, sur voilà, quel va être notre plan d'action un peu et qu'est-ce qu'on va prioriser parce qu'ils ont plein de sujets aussi, les élus CSE, c'est pas que les conséquences environnementales, effectivement. Bon, il faut arriver et 4 ans de mandat, ça peut passer vite. Donc, il faut arriver à prioriser. Donc, ça peut être ça aussi comme préconisation. Ça peut être de se dire, bon, bah, déjà, on va essayer de regarder clairement, de faire enfin, d'avoir un constat, un peu un diagnostic des grands impacts environnementaux de l'entreprise. Euh, et partant de là, c'est toujours le même principe, hein, c'est faire un état des lieux, un diagnostic, on constate, et puis en fonction, ben, on va regarder quelles sont nos priorités, quelles sont nos actions prioritaires. Donc, si on peut aller regarder le bilan de gaz à effet de serre de l'entreprise, bon, s'il a été établi, notamment c'est des seuils, notamment pour les entreprises de 500 salariés et plus, mais parfois dans les entreprises moins nombreuses, les bilans ont été établis quand même notamment parce qu'il y a même il y a des subventions hein, de certains organismes pour pouvoir permettre aux entreprises de faire leur bilan de gaz à effet de serre. Euh, et bon, ça peut être déjà un premier élément d'information intéressant, des diagnostics de performance énergétique qui peuvent aussi donner des éléments d'information. Et partant de là, on va se dire, bon, bah, très bien, c'est quoi nos plus grands postes d'émissions, c'est quoi nos plus grands impacts environnementaux. Notamment peut-être aussi au regard de la déclaration de performance extra-financière voilà, qui va changer de nom parce qu'effectivement, il n'y aura plus de DPEF après depuis l'arrivée de la CSRD. Donc vraiment faire un état des lieux, hein, essayer d'avoir un diagnostic global des grands impacts environnementaux et après c'est de se dire bah, c'est quoi notre plan d'action et sur quoi on va essayer d'agir en priorité. Alors c'est pas les élus CSE sont pas l'employeur mais néanmoins c'est plutôt bah, dans le dialogue social qu'est-ce qu'on va sur quoi on va demander des informations en priorité et sur quoi on va challenger, défier un peu la direction sur Mm. ces sujets, sachant qu'effectivement, bah, si on prend les plus gros postes, on va essayer d'agir sur ces plus gros postes. Et Mm. pour le plan, pour réaliser tout ça, selon moi,
une des meilleures façons de le faire, c'est aussi en agissant, ou en tout cas en définissant les indicateurs environnementaux de la base de données économiques, sociales et environnementales. Parce que si on négocie des indicateurs environnementaux adaptés à l'activité de l'entreprise, c'est là qu'on va se dire, bah, très bien, c'est quoi l'état des lieux? Du coup, on va avoir des éléments chiffrés hein, dans la BDESE sur bah, voilà, nos émissions de gaz à effet de serre sur telle activité, c'est ça. Notre impact biodiversité, si on arrive à chiffrer, c'est ça. Et au vu de ces indicateurs-là, bah, de se dire, bah, dans la BDESE, on va aussi prévoir peut-être, pourquoi pas, si on peut, des objectifs à atteindre pour améliorer. Et c'est ça va, ça serait le plan d'action à suivre et qui serait ou plutôt à suivre par la direction, hein, mais du coup, ce serait le suivi assuré par le CSE en information consultation en se disant, bah, nous, on veut ces informations-là dans la BDESE et on veut ce suivi-là dans le cadre de nos informations consultation pour bah, vérifier les évolutions et le suivi des indicateurs environnementaux de Hmm. l'entreprise. Donc, Euh, si je résume en fait la partie un peu prospective et puis ce qu'il y a à mettre en œuvre, c'est la formation, déjà pour savoir de quoi il en retourne. Ensuite, c'est la question de la documentation, c'est-à-dire d'analyser les principaux documents. Donc, on a le bilan de gaz à effet de serre, on a éventuellement un bilan énergétique des bâtiments, on a la DPEF si jamais, donc il faut une certaine taille, hein, la DPEF, donc aujourd'hui, c'est les plus de 5000 salariés. Mais bref, se saisir de ces documents-là et de voir quels sont les principaux enjeux. Et après, d'essayer d'avoir des indicateurs et de les intégrer dans la BDESE. Donc là, il y a une phase de négociation, discussion pour s'entendre en fait sur quels indicateurs on va travailler. c'est plus de 500 la DPEF, mais puis C'est ça devrait passer à c'est 250 plus... avec la TSRD. Oui, pardon, désolé. Donc, C'est vrai. Merci du rectificatif. Merci beaucoup, Amélie, pour ton intervention. Marie, à nous, Marie Bougny, consultante senior donc, chez SIA Partners, donc plutôt conseil direction d'entreprise sur les projets de transformation. Et donc, ma première question, c'est de savoir, pour faire un état des lieux, avant d'arriver à la question de la gouvernance et des échanges, c'est comment les directions aujourd'hui, où est-ce qu'elles en sont, leur niveau de maturité sur la question de l'intégration des enjeux environnementaux dans les orientations stratégiques pour faire un peu un état des lieux et commencer par un bout. Marie, je crois que ton micro n'est pas activé ou... Voilà, Ah, effectivement. super, merci beaucoup. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour commencer, je partage quand même un certain nombre de points qu'a soulevé Amélie. J'utilise souvent cette expression en la matière. Le train est à quai, mais les gens sont en train de faire leurs valises et il n'est pas tout à fait parti. Donc, en matière de dialogue social et transition écologique, on en est quand même à une période encore de balbutiement, sauf exception, pour des structures particulièrement pionnières. S'agissant de l'intégration de la question environnementale aux orientations stratégiques des entreprises, elle est devenue, si ce n'est toujours une ambition forte, à tout le moins une préoccupation. Une préoccupation soutenue par l'urgence à agir face aux défis climatiques, mais aussi soutenue par l'évolution législative, hein. On parle généralement, bien souvent, de notre code du travail qui est un peu surabondant, mais il fait tout de même un peu bouger les lignes quand il introduit une nouvelle obligation, comme ça a été le cas, notamment dans la loi climat et résilience, avec l'information, donc ce n'est qu'une information, sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise lors de la consultation sur les orientations stratégiques. Bon, ça a été tout de même une étape significative, hein, et ça a permis de quelque peu bouger les lignes. Euh, Globalement, on constate deux grands types de tendances. Dans une première catégorie, minoritaire tout de même, des entreprises pionnières, engagées, impliquées, considèrent que les orientations stratégiques sont un levier pour leur dialogue social, mais également pour une construction collective d'une trajectoire future. Donc, elles sont déjà beaucoup plus rodées à l'exercice des orientations stratégiques, un exercice mis en place en 2013. Donc, ça fait quand même maintenant qu'il y a 10 ans qu'il y a un petit peu de recul. Et ces entreprises intègrent progressivement les enjeux écologiques et environnementaux dans leur stratégie.
L'objectif, c'est bien évidemment aussi de répondre tout de même à des attentes croissantes hein, de parties prenantes et d'inscrire une trajectoire de développement plus durable au regard des enjeux environnementaux. La deuxième catégorie, qui est somme toute encore majoritaire, déjà, dans beaucoup de ces entreprises, les orientations stratégiques sont appréhendées de manière beaucoup plus formelle, un peu comme une réponse à une obligation légale. On n'en fait pas forcément un levier d'échange, un moment d'échange sur la réflexion stratégique. Voilà, on répond un petit peu à une obligation légale. Et ça peut être, qui plus est, renforcé par une complexité quand même dans la formulation d'une stratégie claire. Hein. Ce n'est pas si évident. Il ne faut pas oublier l'écosystème des entreprises en France. Hein. Il n'y a pas que des grandes entreprises voilà, avec une capacité de formulation d'une stratégie claire. Voilà. Le manque de ressources, voilà, pour adresser tous ces sujets, toutes les obligations d'information, consultation, toutes les négociations obligatoires, toute la documentation afférente, il faut quand même des ressources, ou de compétences, ou de synergie entre les compétences. Amélie le disait clairement, avec des enjeux de synergie entre la RSE et les relations sociales. Et donc, tout ça, c'est quand même des obstacles assez importants pour une intégration efficace des enjeux environnementaux aux orientations stratégiques. On a quelques chiffres hein, quand même qui sont intéressants. Je vais rappeler, donc même si on a eu un depuis, un baromètre relatif au dialogue social du groupe Alpha, qui mettait en exergue qu'en 2022, 80% de leurs répondants estimaient que la stratégie de décarbonation était rarement évoquée en CSE, malgré son importance, notamment dans la communication, parfois dans la communication externe des entreprises. Donc il y a un décalage et on le voit souvent, manque de synergie entre les départements. Voilà, pour citer un autre baromètre d'une autre maison, donc il y a le baromètre Syndex IFOP aussi, qui mettait en exergue que 74% estimaient que le CSE ne s'était pas encore saisi de ces nouvelles prérogatives environnementales. Donc 74%, c'est énorme, hein, 3 CSE sur 4. Et les freins identifiés, on va en retrouver qui ont déjà pu être mentionnés. C'est la priorisation d'autres sujets. Oui, on a quand même traversé une crise sanitaire importante, hein, même si la crise sanitaire a aussi une origine en lien avec des enjeux écologiques, une crise également en lien avec l'inflation. Donc, beaucoup de sujets sont venus sur la table. On a souvent cette expression de fin du monde, fin du mois. Ben, ça, c'est voilà, dans la priorisation des sujets, ça fait partie des domaines. Donc, priorisation d'autres sujets, 56%. Absence de transmission d'informations par la direction à ce sujet, 49%. On est quand même dans quelque chose qui est minoritaire. Et puis, vraiment, la question des compétences qui est cruciale et qui ressort. Et là, c'est intéressant. En fait, pour moi, les deux parties sont un peu quand même au même niveau hein, sur la question des compétences, à savoir que, et ça a été évoqué, il y a un énorme besoin de monter en compétences sur ces sujets. Vous m'entendez? Je crois que votre micro est coupé. Là? Oui. Ouais, désolé. Oui, en fait, il y a avant de passer et que je poursuive avec toi, Marie, dans le chat, oui, c'est normal que ça ne défile pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de contenu. Par contre, j'imagine la question devait être, est-ce qu'il y a les références, en fait, Je pourrais vous notamment. les partager. Je les mettrai Ouais, après. Si vous voulez certaines ça marche. références, voilà, je les mettrai Merci dans le chat. infiniment, Marie. Et donc, en fait, donc merci pour ce constat et puis ce retour sur les différentes évaluations. La question maintenant qui se pose, c'est une fois qu'on a fait le tour de cela, c'est les modalités en fait du dialogue avec les instances. Comment on discute de ces questions-là? Quels sont les signaux faibles? Puisque si 74%, c'est-à-dire une très grande majorité, ne se saisissent pas de ces questions-là et c'est pas un sujet, quand on s'en saisit, on le prend de quelle manière en fait? Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour s'en saisir, en fait, il y a principalement deux types de modalités hein, qui renvoient un petit peu aux grandes attributions des institutions représentatives du personnel.
On a quand même plus le volet information-consultation, information et ou consultation au demeurant, et le volet négociation collective. À nouveau, là, cette fois-ci, c'est l'IRES qui avait fait un rapport sur quelles pratiques pour le dialogue social en entreprise sur la transition écologique. Il mettait en exergue, alors les chiffres sont quand même assez faibles, hein. La question était occasion au cours desquelles le sujet environnemental a été abordé. Alors déjà, on n'a pas un seul item qui dépasse 50%, hein, il faut quand même se le dire. CSE, 31%. Au niveau du CSE, donc on le sait, les orientations stratégiques, un certain nombre, enfin, on est maintenant dans l'attribution générale du CSE, hein, qui est également consulté sur les conséquences environnementales, mais un déficit d'outils, on reviendra tout à l'heure, enfin, ça a déjà été évoqué. Qu'est-ce qu'une conséquence environnementale déjà? Le législateur n'a pas donné de définition. On a un accord de branche des industries pharmaceutiques qui a commencé à définir les choses, mais ça reste quand même assez compliqué pour beaucoup d'acteurs. Une commission dédiée, 21%. Alors, le chiffre m'a un peu surpris, hein, 21% de commissions dédiées. Ça me semble un petit peu beaucoup au regard de ce qu'on peut voir en pratique. Choix des ASC, 8%. Bon. Alors que l'éco-responsabilité dans les ASC est un vrai levier et c'est assez fondamental. Donc voilà, pour le volet quand même information-consultation, alors que la loi climat et résilience a quand même posé un certain nombre de choses, on voit que les acteurs ne s'en sont pas encore bien saisis. Maintenant, s'agissant de la négociation collective, donc là, bon, bah, c'est un peu la mobilité durable, hein, le sujet par lequel on va aborder quand même la question du sujet environnemental, même si, in fine, derrière la mobilité durable, il y a aussi bien souvent des questions de fiscalité plus avantageuses et de compléments de rémunération apportés sur certaines dimensions. Quoi qu'il en soit, c'est le premier item qui ressort, hein, s'agissant de l'occasion d'aborder le sujet environnemental à 26%. Et c'est intéressant, mais c'est quand même assez inquiétant de voir que à côté, la GEPP, c'est 7%. Donc la GEPP, où on sait qu'il va y avoir des enjeux de transition énormes en matière de compétences, d'ailleurs ça fera l'objet d'un prochain webinaire qui est quand même fondamental, la question, c'est 7% par rapport à 26% sur la mobilité durable. Bon, entre les deux, on a l'intéressement et une autre catégorie sur le sujet. Donc globalement, quand c'est adressé principalement par le biais de l'information-consultation et aujourd'hui, on retrouve différents items dans la négociation collective. Merci beaucoup pour tous ces éléments et ces éléments d'objectivation. Moi, je suis aussi un peu surpris par la question des commissions environnement, le Mm. chiffre de 21%, mais OK. Ça, c'est à croiser avec d'autres éléments. Pour vous dire aussi, je l'ai évoqué en début, mais sur la question de la GEPP, des emplois et des compétences, on fera un point donc, le 25 juin sur cette question-là. Comment, de manière opérationnelle, les acteurs se saisissent de ça et quand ils s'en saisissent, comment ils font, comment ils négocient en fait la GEPP. Donc, on refera le point là-dessus. Mais en fait, là, mon dernier point, Marie, j'aimerais qu'on voit, c'est comment faire mieux en fait. On a fait ce constat-là, on a vu quelles sont les grandes thématiques, les grandes approches, les grandes modalités. Comment faire mieux pour avoir un dialogue plus abouti? Alors, il y a en fait en comment faire mieux. Déjà, je pense que la vision de l'urgence à agir doit s'imposer plus fort. Donc plus fort, on a quand même une montée de l'appréhension des enjeux de la transition écologique. On a un rapport du CESE qui mettait en exergue quand même que 8 salariés sur 10 exprimaient un fort sentiment d'anxiété face au dérèglement climatique. Donc là, il y a quand même une montée en puissance de cette dimension, notamment auprès des salariés. Ça peut être un bon catalyseur. Mais pour faire mieux, en fait, je vais m'inscrire dans des convictions voilà, auxquelles je suis attachée en matière de dialogue social. Pour moi, en matière de dialogue social, il faut vraiment objectiver les enjeux pour sortir des dogmes. Objectiver les enjeux pour sortir des dogmes, parce que, on le sait, hein, c'est parfois un jeu d'acteurs, mais ce n'est pas uniquement ça, bien évidemment. Et donc, il y a l'importance des diagnostics partagés et de la pédagogie. Ça a déjà été évoqué notamment par Amélie, mais vraiment, sur ce genre de thématique, il est important
de réaliser ces diagnostics basés sur la documentation que vous évoquiez. Pour la direction, en fait, vraiment de formaliser des orientations stratégiques déclinées en actions concrètes en s'appuyant sur des outils, notamment la BDSE. Et puis aussi l'importance de la formation en matière de bonnes pratiques. Quand on voit les chiffres, bon, je vais arrêter un petit peu avec les chiffres, mais globalement, c'est assez partagé, notamment c'est l'IRES qui l'évoquait, sur la perception d'un manque de compétences pour adresser le sujet, tant par les représentants des directions que par les représentants syndicaux. Donc, si à un moment tout le monde partage le constat que c'est quand même un sujet qui est un peu sensible, eh bien, moi, je trouve que c'est un beau moment de faire les formations communes voilà, qui ont été instaurées, enfin, qui sont promues quand même par le ministère du Travail avec l'INTEF. C'est l'occasion de se former ensemble et de se former ensemble pour aussi faire bouger un peu les lignes et les pratiques en matière de dialogue social, parce qu'on n'est pas dans une instance d'information-consultation, on n'est pas dans une instance de négociation, on est là pour se former ensemble. Et c'est un sujet où tout le monde a globalement, enfin beaucoup, ont besoin d'être formés. Autre point qui me semble indispensable, c'est la méthode. Donc la méthode, bien évidemment, un calendrier social, hein, c'est quand même intéressant. Retravailler tout son calendrier social au regard des enjeux de la transition écologique et notamment l'aborder. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du télétravail. Alors on nous a dit, oui, le télétravail, c'est bien pour la réduction des trajets pendulaires. Oui, très bien. Mais à un moment, c'est objectivé. Comment? Est-ce qu'il y a des indicateurs de suivi? Est-ce qu'on essaye de promouvoir les choses? Est-ce que quand on a mis en place du télétravail, on a mis en place aussi des pratiques pour télétravailler léger? Donc, ce n'est pas en faire juste un sujet de préambule, c'est en faire un sujet de préoccupation pour des négociations. Un accord de méthode aussi, ça peut être utile, hein, toujours dans la méthode, notamment pour définir les indicateurs qui pourraient être utilisés dans le cadre des informations récurrentes et ponctuelles hein, sur des fameuses conséquences environnementales qui restent encore un petit peu un ovni hein, dans notre paysage juridique. Et puis, s'agissant de la méthode, moi, je trouve que la méthode des accords en matière d'égalité professionnelle est très intéressante. En matière d'égalité professionnelle, il y a un certain nombre de thématiques à adresser. Ensuite, on en choisit un certain, en fonction de l'effectif de l'entreprise, on en vient à choisir un certain nombre d'items, on peut en choisir plus largement, effectivement. Et puis, après, quels sont les objectifs, quelles sont les actions, quels sont les indicateurs? Bon, après, sur l'égalité professionnelle, on sait que tous ces accords n'ont pas forcément donné lieu à une réussite fondamentale, hein, sinon, depuis le temps qu'on les négocie, ça se passerait un petit peu autrement. Mais en attendant, la méthode est très intéressante. Et puis aussi, pour changer les lignes, pour moi, autre conviction, le dialogue social environnemental est l'affaire de tous. Et l'affaire de tous, la direction l'a vu notamment à travers des orientations stratégiques, de la vision, de l'impulsion, du fait qu'à un moment, il faut porter ce sujet en entreprise, de l'implication aussi des managers sur le sujet avec des formations, des sensibilisations. Et aussi, autre volet du dialogue social, qui est notamment évoqué dans l'ANI, c'est l'importance du dialogue professionnel et de l'association des salariés. Aujourd'hui, beaucoup de salariés quand même sont sensibilisés à ces questions. L'éco-anxiété se multiplie. On parle de l'apparition de risques psychosociaux environnementaux, tout de même. Et il est important d'engager le collectif de travail dans cette dimension, tant pour ancrer de nouvelles pratiques que pour enrichir en fait les futurs thèmes de négociation, pour associer les salariés plus largement en fait aux dimensions de négociation collective. Et pour finir, je dirais vraiment que sur ce point, sur la négociation collective, euh, pour moi, une façon vraiment de changer la donne, c'est de faire de la transition écologique un postulat de questionnement dans chaque négociation. Est-ce que dans cette négociation, oui ou non, il y a des items à intégrer pour la transition écologique. Et quand on fait cet exercice et quand on le fait sérieusement, en fait, la majorité des négociations amènent à des réflexions sur la transition écologique. Ok, merci infiniment Marie. Si je résume de manière sans doute maladroite ce que tu viens de dire,
Finalement, c'est la question de la formation qui revient avec ce supplément du paritaire, de la formation paritaire, c'est-à-dire entendre les mêmes choses, partager des dialogues. C'est évidemment le partage d'une vision. Donc là, on est plutôt côté direction, mais en tout cas d'impulsion auprès de l'ensemble de l'entreprise, de l'organisation et donc du CSE. Il y a la question du dialogue professionnel qui fait écho à une question que j'ai vue dans le chat autour de... c'est Karine, en fait, qui posait la question. Je vous propose de la traiter après, mais en fait, c'est pour vous dire que ça fait écho. C'est les conditions de travail, faire le lien entre écologie et questions de travail. Ça me paraît important, voir où est-ce qu'on discute de ces enjeux-là. C'est la question aussi donc, de la méthode. Tu as beaucoup insisté sur la méthode. Je pense que si je poursuis un petit peu, moi j'aime bien reprendre les méthodes en fait, de la RSE, c'est-à-dire les éléments d'objectivation, et puis après de les appliquer à la négociation. Et comme tu le disais, en fait, on fait un diagnostic ensemble, on met en place les indicateurs. Enfin là, je le prends dans le désordre, c'est l'émotion. Mais en tout cas, prendre des éléments comme ça de méthodes qui sont propres à la RSE, appliqués au dialogue social, et ça, c'est effectivement une super pratique. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Aide-moi, Marie. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ton propos? Euh, non, mais là, je Le pense que postulat de négociation, le oui, questionnement, en fait, à oui, chaque. Voilà, le postulat de négociation, ça, c'est super important aussi, je te trouve. C'est-à-dire de revenir, en fait, de se poser la question à chaque fois qu'on a un sujet, un projet, une fusion, de l'investissement, se poser la question systématiquement de l'impact environnemental et sur le collectif de salariés, bien évidemment. On tout est à bon, fait. Marie? Oui. Eh bien, Olivier, c'est à nous. Donc là, Olivier, donc, délégué syndical central du groupe Orange, pratique. Et oui, au fait, merci beaucoup pour juste une petite parenthèse. J'ai bien vu notamment le propos de Laetitia sur la RSE et la CSRD, que c'est à la fois enjeux environnementaux et sociaux. Je suis tout à fait d'accord. C'est bien le combo des deux et l'articulation des deux. J'ai bien vu aussi le rajout de Sophie Thierry sur les travaux du CESE. Donc, le CESE est en train de travailler sur ces questions-là, très important. Ils vont atterrir incessamment sous peu. Merci beaucoup pour le partage de documentation à travers le chat. Et puis, il y a Fabien. Celui-là, alors je prends connaissance. Mais vous pourrez intervenir tout à l'heure si vous le voulez bien pour peut-être partager aussi ça. Euh, c'est autant le CSE peut donner un avis sur l'aspect environnemental de l'impact de l'entreprise à travers l'infoconsult sur les orientations stratégiques, autant les OS ne me semblent pas vraiment avoir d'espace de négociation sur l'impact. Donc ça, peut-être, Olivier, tu pourras en parler sur la question de la négo et sur l'espace voilà. Donc, Olivier, toi, c'est plutôt témoignage d'entreprise. Comment ta pratique, comment, on va commencer simple, c'est finalement comment l'instant se positionne par rapport à ces questions environnementales, comment vous discutez au sein d'Orange de ces enjeux-là. Ok, merci Nicolas. Juste en deux mots, comme en amont, je voulais me présenter parce que c'est pas complètement anodin. Je suis en effet délégué syndical central CFDT chez Orange. Auparavant, j'ai été en charge de la RSE et de la gouvernance d'entreprise à la Confédération CFDT et j'ai travaillé avant cela chez Vigéo en tant qu'auditeur sur les sujets de RSE. Donc, ce sont des sujets que je pratique depuis plus de 15 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas, mais donc que je connais plutôt bien. Euh, Orange aujourd'hui, donc moi je suis délégué syndical central, c'est un peu plus de 700 militants CFDT, hein, donc dans la 60, plus de 60 000 salariés Orange SA en France, et on a 15 CSE et un comité central. Pour avoir un peu l'idée, parce que voilà, c'est pas anodin, c'est une grosse machine, et forcément le dialogue social chez Orange c'est un peu différent d'une entreprise, je dirais, plus classique, plus lambda. Alors, quand on a dit ça, moi, il y a une chose que j'ai entendue là dans le propos, c'est de dire qu'en effet, on a encore, le train est encore à quai, mais moi, quand je l'entends et quand je le dis, ça m'inquiète un peu parce que le Grenelle de l'environnement, c'est 2007, hein. La loi Grenelle 1, c'est 2009, où on dit à ce moment-là, article 53 de mémoire de la loi,
qu'il y a des obligations de parler de développement durable entre partenaires sociaux dans les entreprises. Voilà, on est en 2024. Alors Benjamin qui est sur le pont 2007, je sais pas quel âge il avait, mais il devait pas être grand, et on se rend compte finalement en presque 20 ans, ben, on est encore en train de ramer tous collectivement pour que finalement ces sujets deviennent des sujets vraiment d'importance dans le dialogue social, que ça pèse dans le dialogue social. Alors nous, bah, la CFDT d'Orange, on a un positionnement assez fort, on est assez punchy sur le sujet de l'environnement et du gouvernement de la RSE. On a des formations déjà au travers de notre fédération et on essaye d'apporter dans le dialogue social des éléments sur ces sujets. Alors on a c'est relativement respecté, j'allais dire, dans le cadre des infoconsultes dites obligatoires ou récurrentes, hein. C'est-à-dire que oui, l'employeur amène 2 slides sur 80 à peu près, 2 slides sur l'environnement. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Bah, pas d'impact ou très peu d'impact. Ou alors quand il nous fait une infoconsulte sur l'immobilier, bah, il essaie d'évoquer un peu les impacts en disant bah, comme c'est des nouveaux bâtiments, c'est forcément un impact moindre, mais on n'a pas d'éléments qui caractérisent cette diminution de l'impact environnemental. En fait, on demande des indicateurs, on demande des éléments qui nous permettent de façon tangible d'évaluer la diminution des impacts environnementaux. En tant que partenaires sociaux, bah, nous, on est forcément euh, plus habitués à lire les autres critères, hein, c'est clair. Mais aujourd'hui, on a une vraie volonté de faire avancer les choses dans le dialogue social sur l'environnement de Orange côté CFDT, et on se rend compte que bah, de l'autre côté, il y a ce manque parfois de compétences, hein, quand on a l'acteur qui est un responsable ressources humaines ou un responsable relations sociales locales qui apporte le slide que lui a donné la direction de l'environnement au national, souvent, parce qu'il n'y a pas de responsabilité environnementale en local chez Orange. Bah, il rapporte ce qu'on lui a donné, mais il n'a pas forcément toujours la compétence pour aller évaluer, expliquer et donner des éléments de compréhension. Donc aujourd'hui, ça, c'est une des difficultés. Euh, on a depuis novembre dernier, enfin depuis la mise en place du CSEC en début 2024, le comité central comité CSE central d'Orange, on a une commission environnement. Alors à ce jour, elle ne s'est pas encore réunie, hein, c'est encore récent. Le CSEC a commencé ses premières réunions sur fin janvier, donc c'est encore tout récent. Et les commissions sont constituées depuis peu. Mais ça reste une commission qui aura des moyens très faibles. Aujourd'hui, on a obtenu dans la négociation de la dialogue social chez Orange 4 réunions par an de 8 heures pour 6 élus. Donc, quand on parle de 62 000 salariés, évaluer la logique, les impacts de la stratégie du groupe, euh, évaluer tout ça au travers de 32 heures de réunion, c'est relativement faible. Et donc, forcément, les moyens en regard de l'enjeu sont, de notre point de vue, bien trop faibles. Comme d'ailleurs dans le cadre de la loi climat résilience aujourd'hui, sur la formation des élus, ben, on reste sur le quota d'heures de formation qui étaient ceux qui existaient auparavant. Donc voilà, on est sur quelque chose qui aujourd'hui, bah, oui, il y a une conscience, je pense, de la part des partenaires sociaux dans l'entreprise. Il y a une conscience qui est partagée, je crois, aussi de la part, en tout cas, intuitu personnel des relations sociales et des RH de l'entreprise. En revanche, la mécanique s'est pas mise en place encore pour faire un vrai dialogue social environnemental. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins, des éléments de compétences, des éléments de est-ce que l'espace est le bon? Est-ce que c'est le bon endroit pour en parler? Est-ce que je vois sur les négociations? Alors, par exemple, nous, on peut parler des négociations. On a sur les négociations, alors les négociations obligatoires salaires, c'est plus compliqué de parler d'environnement, mais sur des négociations type intéressement, on va renégocier l'accord triennal d'intéressement Orange dans les prochaines semaines, fin juin de cette année. Eh bien, par exemple, nous, tous les ans depuis 6 ans, donc ce sera le troisième accord, la CFDT propose des indicateurs sur les impacts environnementaux du groupe pour intégrer dans l'intéressement des salariés une dimension environnementale. À chaque fois, c'est un challenge assez compliqué parce que, c'est pas évident à trouver le bon indicateur. Hein, il faut trouver un lien dans l'accord d'intéressement. Hein, c'est bien le salarié qui est en capacité de peser sur les indicateurs qu'on choisit pour cet intéressement. Si on prend des éléments sur lesquels il y a trop de déconnexion entre le quotidien du salarié et la réalité d'indicateur, on perd un peu de réalité. Mais quand on a dit ça, c'est quand même important d'être dans une logique comment dirais-je, de sensibilisation du coup, des collectifs aux impacts environnementaux de l'entreprise. Donc voilà, nous, sur cette négociation, on amène toujours une volonté de parler à un moment de l'environnement sur l'accord d'intéressement. Sur les autres accords, en général, on part au tamis la lecture qu'a l'entreprise du projet d'accord avec un regard sur les impacts environnementaux. C'est très facile ou beaucoup plus facile quand on va parler d'immobilier ou de déménagement de site ou de fermeture de site. C'est beaucoup plus compliqué quand on est sur des sujets qui semblent très éloignés
de la lecture ou de la grille de lecture d'impact environnementaux. Sur les déménagements, par exemple, nous, on est aujourd'hui en procès avec l'entreprise sur un déménagement sur lequel on pense qu'elle n'a pas évalué l'impact environnemental de façon suffisamment globale et on pense que le déménagement a des impacts environnementaux considérables avec des salariés qui vont faire, pour la plupart, hein, je crois que c'est trois quarts, plus de 40 minutes matin et 40 minutes soir de voiture pour se rendre sur site, puisqu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, on a des exemples comme ça où nous, en tout cas, on essaie de mettre en place des éléments sur le dialogue social environnemental, mais on voit bien qu'il y a quand même relativement des freins Hmm. dans la prise en compte côté RH, notamment dans l'entreprise. Peut-être revenir par rapport à ce que Amélie et puis Marie ont dit pour voir comment ça fait Hum, écho au sein de Orange. Mais donc on voit finalement dans le diagnostic, en fait, vous trois, vous avez à peu près le même diagnostic. C'est pas hum, surprenant. Finalement, il y a une prise de conscience. Tout le monde est OK avec ça. hum, Mais on voit que ça a du mal à décoller en termes de dialogue à proprement parler et hum, d'objectivation. Comment, donc, il y a un effort, vous interpellez, vous continuez à pousser, mais comment en fait on hum. pourrait aller plus loin en la matière? Comment vous pourriez, quelle est quelle est l'approche que vous poussez pour essayer d'aller plus en avant? Et puis, il Oui, y a une question, je vois aussi le chat, donc j'en profite, mais je vois qu'il y a Rodolphe qui a posé une question sur la question du contentieux engagé au civil. Alors c'est pointu, mais sur la direction technique et du système d'information et le déménagement sur Toulouse. Donc il aimerait un oui, point là-dessus. Et ok. puis Je vais donc faire il y a dessus. aussi un point sur la DUERP, de savoir en fait comment ça s'articule en fait à un moment donné sur ces questions-là. Donc ça, Hum. voilà. Ouais, ok. Juste pour compléter, pour te dire, parce que, en fait, nous, on est arrivé au constat, enfin, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, les instances telles qu'elles sont mises en place ne permettent pas réellement un dialogue social environnemental. Pourquoi? Parce que la temporalité des impacts environnementaux ne sont pas la temporalité du dialogue social tel qu'il est construit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des infoconsultations récurrentes obligatoires qui sont, alors, je vais être gentil, mais qui sont quand même des exercices de style avant d'être du vrai dialogue social. C'est-à-dire que l'entreprise arrive avec son dossier, on donne un avis positif ou négatif, et ça continue comme si rien ne s'était passé, je dirais. Il y a les 3 mois, les 4 mois obligatoires d'infoconsulte, l'expertise et autres. On peut émettre un avis négatif, on peut émettre un avis positif, on peut parler d'environnement, on peut ne pas en parler. Finalement, l'entreprise construira son projet. Si elle le souhaite, elle peut le construire comme elle l'avait initié au départ. Donc finalement, c'est un moment où le projet se suspend, attend, et puis il continue pas comme avant. Ce qu'il faudrait, c'est quand même qu'il y ait à un moment des instances ou des lieux où il y a un dialogue sur le moyen long terme, sur qu'est-ce que l'entreprise construit réellement par rapport à sa stratégie, quelle est sa vision de l'avenir du business et du développement du business, et même quel est le projet de l'entreprise et comment elle voit son développement, quelle est l'évolution du développement du business. Ça, aujourd'hui, on n'a pas ces lieux-là. On n'a clairement pas du tout ce temps d'échange avec l'entreprise. Et c'est pas, par exemple, nous, on n'a pas la possibilité d'avoir d'initiative dans les infoconsultations. Et pourquoi pas demain une organisation syndicale qui proposerait une infoconsultation avec des éléments très forts sur la dimension environnementale des impacts. Euh, la première étape, ça pourrait être aussi l'avis conforme. Hein, la CFDT confédérale le demande depuis un moment. En CSE, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de poser un avis conforme. Donc, si demain on dit bah, sur ce sujet, vous nous avez présenté un dossier, on pense que sur l'environnement, le compte n'y est clairement pas, donc on ne donne pas un avis conforme. Là, l'entreprise serait bien obligée de reconsidérer sa copie. Or, aujourd'hui, cette possibilité n'est pas envisagée. Alors, bien évidemment, c'est compliqué, hein, parce que il faut être dans une logique de dialogue social intelligent, entre guillemets, et pas oppositionnel, en rupture et puis de blocage. Si on est dans une logique de blocage, bien évidemment, la vie conforme, ça sera très compliqué à mettre en œuvre. Mais pour autant, il est fondamental qu'à un moment, il y ait cet espace de dialogue un peu différent, un peu décalé. Alors, pour répondre à ce que dit, je crois que c'est Rodolphe, hein, Rodolphe? ouais, sur le projet, sur la DTSI, là, donc la direction des techniques et des services informatiques, donc déménagement de toute une équipe 100 salariés du sud de Toulouse vers l'est, nord-est de Toulouse. Ben, nous, ce qu'on considère, c'est que dans le document d'information consultation, l'entreprise n'a pas suffisamment détaillé son regard sur les impacts environnementaux. Elle a dit, en gros, ben, il n'y a pas d'impact. En plus, ils vont d'un vieux bâtiment vers un nouveau bâtiment. Donc, ça sera forcément à terme un impact environnemental moindre. Sauf qu'il faut le prouver. Tout ça, c'est
dire des choses comme ça sans amener d'éléments qui sont factuels et qui permettent de rendre tangible l'évaluation, pour nous, c'est pas suffisant. Donc, en effet, on a posé ce dossier. Alors, oui, en effet, je crois que je sais plus, oui, je crois que c'est au civil, hein, en jury, au tribunal, parce qu'on considère que l'impact environnemental n'a pas été regardé de façon suffisante. Et donc, on pense que, en fait, l'entreprise ne devrait pas faire ce type de déménagement parce qu'il a des conséquences environnementales qui sont néfastes. En plus d'avoir des conséquences sur la vie personnelle des salariés qui, eux, vont se taper 2 heures de plus de transport par jour, enfin, 1 heure et demie et 2 heures en moyenne de plus de transport par jour, ce qui, dans une vie personnelle, est impactant de façon très forte. Alors après, enfin, le dossier est compliqué parce qu'après, on peut parler du télétravail, je sais pas. Mais in fine, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on conserve des espaces de travail collectifs aussi, et pas seulement pousser vers du tout télétravail, dans finalement une obligation, finalement, l'injonction de l'entreprise de dire, bah, finalement, restez plus chez vous en télétravail parce que vous impacterez moins la planète. C'est vrai, certes, mais vous serez plus aussi au contact du collectif, et donc ça, c'est problématique. Donc après, voilà, il y a des équilibres à trouver, et cet espace de discussion avec l'entreprise, on ne l'a pas réellement eu dans cette négociation sur le déménagement dont on parle. Voilà. Après, sur le DURP, oui, c'est clairement je pense, un document qui est tout à fait adapté pour parler de ces sujets-là, et notamment sur les sujets de déplacement domicile-travail. Aujourd'hui, nous, on les a relativement, enfin, on est pas mal en contestation sur le DURP, notamment parce il n'évalue plus les conséquences. Alors, c'est un peu décalé par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, mais les conséquences, notamment sur le stress au travail, sur les RPS par rapport à la charge de travail qu'évolue chez Orange, hein. Pour donner une idée, Orange, c'est une entreprise qui a perdu à peu près 30 000 salariés en un peu moins de 10 ans. Donc forcément, l'évolution du travail et la charge, la transformation du travail sont énormes. Et l'évaluation des RPS sont fondamentaux. De notre point de vue, les DERP ne répondent plus à ces attentes-là. Et on est plutôt en discussion un petit peu tendue avec l'entreprise sur les DERP. Donc, voilà. Mais oui, il faut leur plus aller plus loin sur tout ce qui va être impact environnemental. Il y a des choses à mettre dedans. Ok, bah écoute, merci beaucoup Olivier. Moi, ce que je retiens, et c'est quelque chose c'est une approche en fait qui a été notamment développée par Marie et puis Olivier aussi, et les questions dans le chat, c'est la question du dialogue professionnel. Je ne sais pas si on le prend toujours sous cet angle-là, mais ça, je pense que ça vaut le coup de savoir comment on met en œuvre en fait un dialogue professionnel de manière opérationnelle. C'est-à-dire comment on fait pour parler du travail, des conditions de travail, comment on le met en musique de manière extrêmement concrète. Et ça, je pense qu'il y a un truc il y a un truc à creuser. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que l'une d'entre vous Ouais. souhaite développer là-dessus? Moi, je passe, alors, je vais laisser peut-être ces dames s'exprimer. Moi, oui, sur le dialogue professionnel, on a plein de choses à dire, hein. Ouais. Ben, Bah, je commence alors. Mais oui, par exemple, allez. nous, enfin, chez Orange, quand vous considérez des collectifs de travail de 10, 20, 30, peut-être 100 salariés sur des petits périmètres, et qu'on se rend compte finalement que les décisions, aujourd'hui, globalement, hein, les grosses décisions ne se passent qu'en comité central, on se rend compte que c'est forcément déconnecté de la réalité du travail. Voilà, on peut pas traiter des problématiques de travail au quotidien, que ce soit à Toulouse, à Marseille ou à Lannion, quand on discute uniquement avec des règles centrales, globales, qui considèrent que le travail se fait partout pareil. C'est pas vrai. Et ce qu'on demande, en tout cas chez Orange, on l'a déjà demandé, on continue de le demander, et on va encore le demander demain. Je déflore déjà ce qui va être dit à la patronne demain, parce que Madame Edman intervient en comité central. Et dans notre intervention, on demande des pilotes. On veut de l'expérimentation sur ces sujets de dialogue professionnel parce que aujourd'hui, ça n'existe pas, parce que c'est évident que les représentants des salariés en local, qui sont devenus finalement, on a des DS qui sont devenus des DP, hein. Très honnêtement, on négocie plus chez Orange sur des périmètres moyens ou petits. Donc, les délégués syndicaux d'hier qui négociaient ne négocient plus. Et pour autant, ils ont cette connaissance du travail au quotidien. Ils ont Hmm. alors nous, on essaie de la remonter par nos réseaux, on a structuré pour, mais si on veut que ça ait une vraie incidence sur le quotidien du salarié, et notamment sur les impacts environnementaux, parce qu'il y a dans le travail au quotidien des impacts environnementaux, bah, c'est que en se mettant plus près de ce qui se fait au quotidien qu'on pourra bien le faire. Hmm. Si on adapte le travail que du comité central, c'est pas les 60 élus qui représentent 60 000 personnes qui vont avoir la vérité vraie pour tout le monde. C'est pas possible. Marie, tu veux développer Oui, alors j'étais juste en train de rebrancher mon ordinateur. Oui, alors moi je partage hein, sur le dialogue professionnel.
et l'importance en fait d'écouter les collectifs de travail. Je pense que ça m'a quand même marqué quand je suis arrivée dans le conseil. Bon, maintenant, il y a quelques années tout de même, mais voilà, on avait un projet autour de l'organisation du travail, envisager des contreparties. Voilà, répondre à des attentes des collaborateurs, benchmark, on identifie plein de belles choses sur ce qui se fait un petit peu partout. Et puis, concomitamment, on mettait en place ce qu'on appelle des focus group, une démarche participative, où on va écouter les collaborateurs. Eh ben, on était avec tous nos benchmarks, nos idées, bien, bien à côté. C'était pas ça qu'ils voulaient. Et ça, c'est fondamental, en fait. C'est prendre le pouls de l'organisation au plus près du terrain. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et dans le dialogue professionnel, je pense que enfin, voilà, la question, ça devrait plutôt être les modalités que si on le met en place. Et s'agissant des modalités, enfin, est-ce qu'on irait vers du ponctuel ou est-ce qu'on irait vers du récurrent? Le récurrent étant quand même un petit peu plus difficile à gérer, même si aujourd'hui, bon, les baromètres, c'est déjà une première forme, mais qui pour moi, le quantis, on n'a jamais la finesse d'analyse du quali, des groupes de travail. Les collaborateurs, en fait, ont énormément de choses à dire sur leur travail. C'est extrêmement impressionnant. Et les remontées qu'ils font impressionnent en général, enfin, quand la méthodologie, quand tout ça est bien fait, tout de même, voilà, les directions peuvent être marquées par ces remontées. Ça m'est déjà arrivé dans des expériences où, en fait, on faisait des remontées de tous ces ateliers de travail. On nous a dit, ah oui, quand même, oui, 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 il y a énormément de choses. Donc, voilà, pour moi, c'est indispensable et c'est d'autant plus indispensable qu'on appuie des collectifs homogènes comme avant. Il y a une singularisation des demandes des collaborateurs. Donc après, c'est compliqué parce que comment on fait sur un modèle social à la carte par rapport à des collectifs, maintenir le sentiment d'unité, ça devient très compliqué. Mais en même temps, faire prendre conscience aussi aux collaborateurs que tout le monde voit un petit peu plein de choses et qu'à un moment, on est quand même dans un collectif et qu'il faut des principes directeurs, qu'il faut voir ce qu'on peut faire ensemble, c'est aussi une force de ce type enfin, de modalité de travail. Merci beaucoup, Marie. Amélie, tu veux dire un mot là-dessus ou tu passes ton tour, dis-moi. Non, mais je rebondis effectivement sur ce que disait Marie. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'il faille intégrer les salariés et l'expression des salariés individuellement, les interroger, mais du coup, prendre en compte leur expression collective sur ces sujets environnementaux. Dans une société. Enfin, on avait travaillé pour une information consultation du CSE, justement sur les conséquences environnementales, dans le cadre d'une expertise sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et dans cette société, ils avaient mis en place une sorte c'était pas vraiment une commission parce que c'était en dehors du CSE, mais c'était un lieu d'expression, un moment d'expression régulier, je sais plus si c'était une fois par mois ou par trimestre, Hmm. où tous les salariés, donc salariés mais aussi représentants du personnel, étaient invités à écouter la direction sur leurs engagements RSE, leurs dernières mesures mises en place dans l'entreprise au titre des avancées et des réductions sur leurs impacts environnementaux. À cette occasion, les salariés pouvaient s'exprimer, poser des questions et faire part de leurs observations. Et il y avait un lien du coup qui était quand même fait entre bah, ce moment d'expression et aussi ensuite en réunion CSE, voilà, si ça devait aller plus loin, ça pouvait aussi être porté en CSE. Donc je pense que c'est important, c'est intéressant. Après, faut pas que les représentants du personnel se sentent court-circuité parce que parfois il y a voilà, cette problématique de est-ce qu'on donne voilà, les informations, c'est toujours souvent on entend mais ils ont informé les salariés avant nous sur ce sujet-là avant d'avoir la réunion CSE. Donc c'est jamais forcément très bien Hmm. perçu, mais après voilà, tout dépend de la manière dont c'est présenté et de la manière dont c'est abordé et voilà, auprès Oui. des représentants du personnel notamment. Et je voulais rebondir aussi, pardon, sur ce que disait Olivier tout à l'heure concernant les sujets
les niveaux auxquels on va aborder les sujets, c'est sûr que dans des structures comme Orange, qui sont quand même très grandes, avec des représentants du personnel à des niveaux plus fins et puis à des niveaux centraux, finalement, le sujet environnement aussi va être abordé de manière très différente, puisque on va avoir des sujets en local sur l'environnement qui vont avoir du sens et qui vont être plutôt vus au niveau central. Et forcément, si en local, on va aborder, je sais pas, le tri sélectif, la mobilité durable des salariés, forcément, il faut l'aborder plutôt à un niveau local parce que forcément, on va pas être dans une même situation et avoir les mêmes infrastructures de transport, même si on est sur un site, je sais pas, en pleine campagne, que si on est dans une grosse métropole. Donc, il y a des sujets qui doivent être abordés à des niveaux locaux en environnement, qui va être lié à la performance énergétique du bâtiment, à, à la mobilité durable, au tri sélectif, etc. Mais ce qui est vraiment stratégie environnementale de l'entreprise, ça, effectivement, business plan et intégration de la transition écologique, ça sera plutôt à un niveau CSE central qu'il faudrait l'aborder. Donc, comme tous les sujets, finalement, il y a des niveaux plus opportuns que d'autres pour aborder certaines informations. Et sur cette question-là, et pour donner l'occasion à Olivier peut-être de rebondir, j'ai une question de Elsa qui pose la question du conseil d'administration. Quid en fait, du dialogue environnemental dans les conseils d'administration? Et donc, on voit que là, on est sur plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, d'intégrer ces questions-là à ce niveau-là et comment ça se passe chez Orange notamment? Ah ben, oui, alors là-dessus, je peux tout à fait l'aborder. Donc, on a un représentant au conseil d'administration depuis bientôt 2 ans, là, et donc, c'est un sujet alors, c'est un sujet qui est abordé, quand même. Faut pas dire qu'il n'est pas abordé en conseil d'administration. En revanche, il n'a pas à sa place de notre point de vue. Je prends pour exemple un sujet assez simple. Orange, aujourd'hui, se développe majoritairement, en tout cas sur une croissance à 2 chiffres sur la zone MEA, Afrique, hein, notamment Afrique de l'Ouest. Et pour la CDT d'Orange, il est urgent de regarder quels seront les impacts de la crise climatique actuelle sur ces zones-là avant de dire tout notre business doit se construire autour de cette zone. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas de cette façon-là que l'aborde le Conseil, malgré nos alertes et l'alerte de notre administrateur. C'est évident que il y a un regard à porter qui est différent sur les géographies en fonction de l'évolution de la crise climatique et de l'évolution de la crise environnementale globale. Voilà, au niveau des conseils, c'est quand même les grilles de lecture sont avant tout des grilles de lecture business économique et pas encore les cartes du GIEC sont pas sur la table des conseils d'administration, je vais dire tout simplement. C'est vraiment encore des éléments qui sont certes commencent à être là. Il y a un comité RSE qui est rattaché au conseil Orange, mais en tout cas la place que donne le conseil dans les choix stratégiques, la place qui est donnée à l'environnement, de notre point de vue, n'est pas clairement suffisante. Après, il y avait une chose sur laquelle moi, par exemple, aussi sur l'évolution du business model, moi, de la même façon, on voit encore qu'aujourd'hui, le business model d'Orange est de développer des offres avec toujours plus de data, toujours plus de renouveler votre mobile. Dans l'offre d'Orange, vous gagnez plutôt plus de points quand vous renouvelez votre mobile. Sauf que nous, la CDT d'Orange, on dit non, il faudrait favoriser les clients qui ne renouvellent le moins souvent leur mobile parce que ça a un impact environnemental moins faible. Alors, sauf que quand on dit ça, ça a des impacts considérables puisque à peu près un peu plus d'un client sur deux rentre en boutique Orange pour changer son téléphone. Ça veut dire on fracasse le business model des boutiques quand on dit ça. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'anticipation, il y a besoin de reconversion professionnelle, il y a besoin de GEPP, il y a besoin de former peut-être aujourd'hui des personnes qui sont vendeurs à la réparation mobile. Enfin, et tout ça, c'est nécessaire. Mais où est-ce qu'on en parle avec l'entreprise? On n'a pas d'espace pour parler de ça. Alors, on en parle en bilatéral, on le dit dans notre acte, mais en fait, on voit bien que l'entreprise, elle fait finalement son business model comme elle le souhaite. Et le business model de la boutique, aujourd'hui, moi, je suis convaincu que dans 5 ans, 5 à 10 ans, ce sera plus le même que le business model d'aujourd'hui, où les gens viennent aux boutiques pour acheter un mobile. Sauf que il y a 5 ans, à peu près, c'était 1 an et demi, c'était 18 à 20 mois qu'on servait son mobile. Aujourd'hui, on est passé à peu près à 36 mois. Dans 5 ans, on sera peut-être à 50, 70 mois. Donc, il y aura de moins en moins de gens dans les boutiques. Qu'est-ce qu'on va faire des salariés si on n'a pas anticipé tout ça? Voilà. Par exemple, ça, c'est impact environnemental, impact social. Et donc, c'est notre responsabilité, en représentant des salariés, de mettre ça sur la table de la discussion. En revanche, on n'a pas de lieu pour ça.
Et par exemple, oui, bah alors donc c'est la bonne question. De ton point de vue, il faudrait que ça soit discuté où, si c'est pas en conseil d'administration, où est-ce qu'il Ouais, faudrait? bah, alors, nous, on en parle déjà au conseil d'administration. Enfin, c'est des choses qu'on discute avec notre administrateur et qu'on Ouais, prépare. Mais après, nous, ce qu'on sollicite depuis plus de 2 ans hein, chez Orange, c'est un comité de parties prenantes adossé au COMEX, avec d'accord, des ok. représentants des salariés, mais pas seulement. Peut-être des organisations environnementales ou autres, et de venir dire ces choses-là au COMEX pour qu'ils l'entendent et qu'ils le voient et qu'ils se Ouais. soit écrit, que ce soit tracé. Amélie, j'ai vu que tu avais levé la main. Oui, je voulais simplement préciser que dans l'accord national interprofessionnel, donc l'ANI du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social, même si c'est que des recommandations, hein, il n'y a pas tellement d'obligations, voire pas du tout dans cette ANI, mais néanmoins sur le rôle des représentants de salariés au conseil d'administration, dans les repères pratiques, donc c'est l'article 2.1.12. Ah oui. Il précise que les orientations qui sont portées au vote de l'organe de gouvernance sont souvent préparées en amont au sein des comités spécialisés, au sein des conseils d'administration, notamment le comité des rémunérations, etc. Et ils disent qu'il peut être utile, enfin, il indique, pardon, qu'il peut être utile de mettre en place un comité dédié à la transition écologique et au développement durable ou à la RSE. Et s'il existe, du coup, il est pertinent d'envisager d'intégrer des représentants de salariés au sein de ce comité et de former ces derniers aux questions environnementales. Donc, c'est intéressant et du coup, ça fait partie des recommandations de l'ANI. On peut se dire que des représentants du personnel pourraient se baser sur cette ANI en disant, bah, est-ce qu'il serait pas intéressant d'avoir ce comité spécialisé au conseil d'administration et de nous intégrer en tant que représentant du personnel au sein de ce comité avec une formation, pourquoi pas une formation commune, mais en tout cas une formation aussi dédiée à ces représentants du personnel. Mm. Peut-être une dernière question. Alors, vous dire aussi que dans le chat, ce qui est formidable, c'est que vous avez énormément contribué en termes, pour alimenter en fait en termes de documentation. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rapports. Je vous invite à vous inscrire au webinaire de cet après-midi à 13h30. Il y a Gaëtan Brispierre qui fait un webinaire sur Ecotaf qui est super intéressant. Et donc, je vous invite à vous inscrire. Donc voilà, avant de passer à la dernière question du chat, c'est vous dire, il y a Rodolphe qui a posé une question. Si on intégrait, alors, hop, si on intégrait des indicateurs de décarbonation réels raccord avec l'objectif zéro carbone donc en 2050, cela plomberait l'intéressement et cela serait socialement inacceptable. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? C'est décarbonation Ouais. et donc intéressement? Oui, enfin, ça dépend comment on construit le calcul de la prime d'intéressement, en fait, hein. Ouais, Tout dépend de l'équation qu'on met derrière. Alors, bien sûr, ouais. il y a des certain nombre de contraintes légales, hein. Maintenant, nous, on avait quand même mis la diminution des émissions CO2 dans un des indicateurs de l'accord d'intéressement. Et le groupe, aujourd'hui, a une volonté d'être carbone neutre en 2040. Euh, oui, 2030 ou 2040, je suis une bêtise, Ouais. peut-être, je sais même plus. Mais après, en fait, quand on a dit ça, en fait, on se rend compte que sur la France, on a un impact carbone qui est tellement faible au regard des autres géographies, parce que voilà, sur toute l'Europe de l'Est, Orange, qui est très présent, bah, se fournit en énergie qui vient du charbon. Donc, en fait, l'accord d'intéressement, il est Orange France, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Enfin, ce jeu de périmètre est vachement important parce que l'accord d'intéressement aux frontières de la France, je suis pas sûr que si on considère que le nucléaire est carbone neutre, hein, c'est le cas, en tout cas dans les calculs du groupe Orange, euh, je suis pas sûr qu'on arrive à quelque chose de complètement euh, qui va déstructurer le calcul de Hmm. l'intéressement. Marie, je voyais que tu réagissais. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ou pas? Oui, alors, enfin, de Dis-moi. façon générale, hein, que ce soit, enfin, Ouais. il faut quand même que les indicateurs des formules de calcul soient réalistes et réalisables, hein, bon. Mais sur cette dimension, ce qu'on voit aussi, ce qu'on commence à voir un peu apparaître, c'est en matière de politique de rémunération, au-delà de l'intéressement qui est quand même un réceptacle
pas habituel, mais qui apparaît. C'est même dans les logiques d'objectifs de performance individuelle, des éléments sur voilà, de la prise en compte des trajectoires de diminution de l'empreinte écologique. Par exemple, dans ce qui a été fait sur l'éco-conduite, c'est assez intéressant et notamment pour promouvoir et ancrer de nouvelles pratiques. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'initiatives d'idées qu'il faut aller chercher, qu'il faut promouvoir. Je pense que c'est très intéressant. En fait, au moment de la crise sanitaire, le gouvernement nous avait sorti tout un tas de petits guides sur comment mettre en place voilà, l'activité partielle, le télétravail, comment ça marche, les fameux guides réponses qui ont quand même bien aidé, je pense, beaucoup d'organisations. Bah, sur un sujet comme la transition écologique, ce serait bien qu'on ait aussi, et notamment là je pense plutôt aux PME, pas mal de guides réponses qui soient assez clairs, assez lisibles, à jour, parce que on sait que notamment sur certaines dimensions, le droit évolue vite. Donc là, il y a vraiment un besoin, à mon avis, d'outils, et spécialement pour les PME qui ont moins de ressources ou moins de capacité à recourir à de l'expertise. Merci infiniment pour ça. Merci, j'espère que vous avez pris, on est plutôt vers la fin que le début du webinaire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le suivre. Vous dire que si vous êtes adhérent, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez nous faire remonter des besoins, des sujets, des groupes de travail, si vous souhaitez être mis en relation avec nos experts. On peut intercéder en votre faveur. Si vous voulez être mis en réseau avec d'autres acteurs qui ont les mêmes sujets, appelez-nous, contactez-nous à fourmont@comité21.org. N'hésitez pas à aller voir dans le chat, il y a un tas d'infos. Vous avez vachement alimenté, beaucoup de documents. Marie, les études, en fait, Alors, j'ai commencé à partager l'IRES. J'ai vu que sur le CISE, quelque chose avait été déjà partagé. Et il me reste effectivement à partager deux baromètres. ok, Voilà. pas de problème. On va laisser le chat ouvert et puis n'hésitez pas si vous voulez, si vous n'arrivez pas à récupérer, Marie me fera remonter les éléments et je vous les partagerai le cas échéant. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce webinaire. Merci infiniment. C'était vraiment très chouette. Je vous dis notre prochain rendez-vous. Donc maintenant, tac, 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 je remonte. C'est donc sur la question écologie et travail, c'est le 25 juin à 11 heures. Sur la gestion prévisionnelle, on a vu que ce n'était pas un sujet prioritaire. Je crois, Marie, c'était 7%, c'est ça, de mémoire. Sur la Euh, GEPP, 7%, oui. 7%, donc c'est très, très, très faible. Donc, on fera le point là-dessus et on verra de manière opérationnelle comment un acteur a transformé un site euh, voilà, de l'énergie fossile vers d'autres activités. Je vous en dis pas plus. Euh, Portez-vous bien et encore un grand merci. Je laisse le chat ouvert pour que vous puissiez récupérer toutes les informations dont vous avez besoin. Merci par ordre d'intervenant Amélie, Marie, Olivier et à très vite pour de prochaines aventures et portez-vous bien.